On a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire, mais les changements climatiques, c'est une réalité. Ce n'est pas juste des journalistes, des scientifiques qui nous racontent des histoires. Il faut faire quelque chose et on a tout ce qu'il faut pour changer. Quand je suis rentré, malheureusement, ma compagne était plus là. Il y a certains objets historiques qui ont participé à faire qui je suis aujourd'hui. Tac, tu attaques, regarde. Bah, t'es journaliste, t'es pas très manuel en général. La causerie. Let's go. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de La Causerie. La Causerie, c'est un média qui a pour but de présenter des personnalités romandes au grand public. Aujourd'hui, on est au Creux du Vent, on a la chance d'être rejoint par Raphaël Donjean. Donc on va parler énergie solaire, grandes aventures, parce que Raphaël Donjean, c'est le premier homme qui a fait le tour du monde en bateau solaire. On est ici pour essayer de comprendre qui il est et d'où il vient, au travers d'une longue interview qu'on fait maintenant. C'est parti, abonnez-vous. À Neuchâtel, ici, on est au Creux du Vent. C'est toi qui as choisi de nous amener ici, dans ce superbe lieu mythique à Neuchâtel. Pourquoi est-ce que tu as choisi de nous amener ici? Qu'est-ce que ce lieu t'évoque? Ce lieu, c'est vraiment le début de mes aventures. Moi, je suis neuchâtelois et vaudois d'origine. Mais c'est vraiment ici que j'ai commencé mes premières aventures, que je suis venu faire du ski caillou, mes premières escalades. Donc c'est vraiment ici que voilà, mes vraies grandes aventures ont commencé quand j'étais encore adolescent. Pour rappeler un petit peu au public pourquoi toi tu es connu à la base, c'est pour un tour du monde en bateau solaire, c'est ça? Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots en quoi ça a consisté et en quoi c'est un exploit? Un exploit, je ne sais pas, mais disons, c'était Planète Solar. C'est une aventure que j'ai imaginée en 2004 et qu'on a réalisée entre 2010 et 2012, où on a fait le premier tour du monde à l'énergie solaire de l'histoire, avec un bateau solaire qui s'appelait Planète Solar. On est parti de Monaco et on a traversé d'abord la Méditerranée, ensuite l'océan Atlantique, le canal de Panama, puis l'océan Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, et on est revenu à Monaco après quasiment 2 ans de navigation. On est encore aujourd'hui le premier bateau solaire à avoir fait le tour du monde. On est le véhicule solaire à avoir parcouru la plus grande distance, plus de 60 000 km, propulsé grâce à la force du soleil. Et on est toujours aujourd'hui, ce navire est toujours le plus grand bateau solaire du monde. Avant de complètement développer tes aventures solaires, les aspects techniques, les problèmes que tu as eus, les moments forts que tu retiens, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on monte un petit peu le temps et qu'on comprenne comment tu en es arrivé là, en fait, comment tu en es arrivé à faire ces explorations. Donc on vient à ton enfance, si tu veux. Toi, tu as grandi où? Moi, je suis né à Neuchâtel, donc tout près d'ici. Voilà où c'est que j'ai grandi avec mes parents, avec mes 2 frères, Alexis et Olivier, et mon grand-père, qui était passionné de montagne. Et puis c'est là où j'ai grandi, où j'ai commencé à faire des aventures. J'étais pas très studieux, mais voilà, moi j'aimais aller dans la forêt, j'aimais aller grimper les cailloux. Et c'est là que tout a commencé pour moi, c'est ici. Donc dès le départ, déjà en tant qu'enfant, tu étais déjà un petit peu explorateur, aventurier, ça t'est venu très très tôt ça? Alors moi je pensais que toutes les aventures avaient été réalisées, mais quand j'étais un enfant, quand j'étais adolescent, je regardais tous les dimanches après-midi, il y avait les émissions sur Cousteau, sur l'équipe du commandant Cousteau, et moi je rêvais je me disais, ce serait génial si lorsque je serais grand, je pourrais faire un métier comme ça, d'aller à l'aventure, d'aller découvrir le monde. C'était vraiment ce qui me passionnait, mais vraiment je m'étais dit, tout aura été fait, et donc voilà, ça n'aura aucun sens d'être aventurier, donc j'avais un peu abandonné l'idée. T'as pas commencé par faire ça directement, t'as commencé par... t'as eu une formation académique, t'es passé par un apprentissage, un CFC, comment est-ce que tu as d'abord fait tes armes pour entrer dans la vie active avant de devenir explorateur? Non, tout à fait. Donc, j'étais pas très doué à l'école, c'était pas mon truc. D'abord, j'ai fait un apprentissage de mécanicien motocycle dans le canton de Neuchâtel à Peseux. Et puis après, je suis parti voyager. J'ai commencé très tôt à faire de la montagne, de la spéléologie, ce qui m'a donné ce goût un peu des sciences. J'ai eu la chance de faire des aventures avec des géologues, des hydrogéologues. Puis c'est comme ça que j'ai eu cette envie de faire quelque chose d'autre. Et puis j'ai recommencé des études lorsque j'avais 23 ans. J'ai fait une école d'ingénieur et puis après j'ai fait une formation pour être ambulancier professionnel. Et puis voilà, puis c'est comme ça que j'ai commencé à me former et puis à apprendre à faire plein de trucs. Et ce qui m'a servi plus tard pour devenir aventurier et explorateur. Et ton tout premier contact avec l'énergie solaire, c'est vraiment cette passion que tu t'es pris pour cette manière de bouger, d'alimenter les mécaniques et tout ça, ça t'est venu quand? Alors il y a eu un événement assez particulier, il y avait une exposition nationale, Expo 02, je ne sais pas si tu te souviens de cette exposition nationale. J'ai peur que non. Voilà, qu'est-ce qui te fait dire que non? Voilà, c'était il y a 22 ans maintenant. Voilà, et c'était ici dans la région de Neuchâtel, la région des Trois Lacs. Et il y avait un monolithe sur le lac de Morat, un monolithe dessiné par Jean Nouvel. Et pour aller
sur ce monolithe qui était au milieu du lac de Morat, il fallait utiliser un bateau et c'était un bateau solaire en fait. Et donc par hasard, je suis monté sur ce bateau solaire pour aller sur ce monolithe pendant l'exposition nationale de 2002. Et puis là, j'ai dit, wow, mais naviguer avec l'énergie solaire, c'est génial. On glisse sur l'eau, on capte l'énergie de notre étoile, le soleil, pour avancer, pour glisser sur l'eau, pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration. Puis c'est vraiment là que j'ai trouvé ça génial. Et c'est là vraiment que ce déclic, c'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de l'énergie solaire. Et au moment d'être ambulancier, là où tu avais vraiment le job, pas le job alimentaire, mais le job qui permettait de payer les factures, tu as eu un sentiment de pas assez, tu voulais vraiment partir à l'aventure, ça te suffisait pas? Non, parce que moi j'adorais faire de l'ambulance, faire du sauvetage, aller aider les gens, ça c'est vraiment aider le contenu. Non, pour moi c'était génial, mon rêve c'était de faire du sauvetage en montagne, c'est pour ça que j'ai fait une formation après pour être guide de montagne, pour être pilote d'hélicoptère, c'était ça mon rêve. Mais à un moment donné, en 2004, j'ai vu en Islande la disparition d'un glacier. J'avais été en 1993 en Islande, je retourne 11 ans plus tard en 2004. Et là, je vois un glacier qui était en 93 juste énorme, de la taille de la montagne de Chaumont, pour donner vraiment un ordre de grandeur. Une référence neuchâteloise que voilà, on aura, ouais. Voilà, exactement. Et puis 11 ans plus tard, il n'y a plus rien. 11 ans plus tard, le glacier a reculé de 3 km, il n'y a plus de glace. Et là, c'était un choc pour moi. Et je me suis dit, ouais, mais les changements climatiques, c'est une réalité. Ce n'est pas juste des journalistes, des scientifiques qui nous racontent des histoires. C'est une réalité. Et il faut faire quelque chose. Mais quoi? Donc il y avait beaucoup à ce moment-là d'écologistes un peu, on va dire, pessimistes, qui nous disent qu'il faut arrêter de faire ci, qu'il faut arrêter de faire ça. Mais pour moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est vraiment de montrer ce qu'on peut faire. C'est d'être dans une écologie, on va dire, optimiste, même un petit peu, une écologie un petit peu peut-être opportuniste, mais se dire, bah voilà, il faut faire quelque chose et on a tout ce qu'il faut pour changer. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas aller autour du monde, faire un tour du monde en bateau solaire. Et c'était quitter ce monde du sauvetage où on aide vraiment son prochain, on essaie de protéger le contenu, mais je me suis dit qu'il faut protéger le contenant. Si on n'est pas capable de protéger le contenant, donc là, notre atmosphère qui englobe tout ce qui vit sur Terre, tous les autres combats seront inutiles. Et c'est là que je me suis dit, il faut à tout prix tenter de faire un tour du monde avec un bateau solaire, aller au cœur des villes, montrer ce qu'on peut faire grâce à la force du soleil, et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc il y a quand même une certaine suite logique entre le fait d'être sauveteur et le fait de vouloir se lancer dans l'exploration. C'est un cheminement un peu improbable, c'est vraiment les vents de la vie qui m'ont poussé d'abord à faire du sauvetage. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, aider les gens. Et puis finalement maintenant je fais un autre type de sauvetage, je participe au sauvetage de notre atmosphère et de notre climat. Donc c'est toujours du sauvetage. Voilà, c'est un travail qui est plus long, qui est plus compliqué, mais c'est toujours une forme de sauvetage. J'aimerais maintenant qu'on parle vraiment de l'exploration Planète Solar, de ton projet du coup qui a duré, comme tu as dit, presque 2 ans autour du globe en bateau solaire. Comment t'es venu cette idée en fait? Comment t'es venu cet élan de projet? C'était quand même très ambitieux, étant donné que tu étais complètement novice dans l'exploration. C'est vrai que quand j'ai eu cette idée, donc j'ai vu ce glacier au sud de l'Islande, ce glacier de Myrdalsjökull disparaître. Je me suis dit il faut à tout prix faire quelque chose. Et c'est là que j'ai eu cette idée. Mais bon, voilà, il y avait Bertrand Piccard qui déjà à cette époque avait lancé l'aventure Solar Impulse. Sinon on est en 2004, il l'a lancé en 2003. Et je me suis dit, mais voilà, c'est super de faire un tour du monde en avion solaire, mais en bateau solaire, c'est aussi une super aventure. On pourra vraiment aller au cœur des villes, proche des gens. Et je me suis dit, voilà, il faut tenter le coup. Donc j'ai été voir MVLA, une société qui construisait des bateaux solaires, leur demander si c'était possible. Ils m'ont dit qu'ils pensaient que oui. On a fait une petite étude de faisabilité avec l'école d'ingénieurs d'Yverdon. On a vu que c'était possible. Et puis après, j'étais un peu naïf. Je me suis dit, c'est une idée, elle est tellement brillante que ça ne va pas être difficile à trouver des partenaires. Là, je me trompais. Mais on a quand même réussi, ça nous a pris 8 ans pour réunir les fonds, construire ce bateau pour partir autour du monde. 8 ans, il faut quand même une certaine ténacité pour tenir le coup pendant 8 ans alors que tu n'as aucune idée de si ça va réussir ou pas, c'est ça, tu n'en savais rien. Comment tu fais pendant 8 ans pour rester, pour tenir le coup, pour te dire non mais ça va marcher, mon rêve, j'ai raison de l'avoir? C'est ça qui est motivant, c'est de faire quelque chose qui est compliqué, on n'est pas sûr de réussir, c'est ça l'aventure. Ouais. Parce que si on fait des choses quand on est sûr de réussir, il n'y a plus d'aventure, c'est plus très excitant. Donc il faut faire des choses qui sont ambitieuses, on n'est pas sûr de réussir, et moi les gens qui me disent tu vas jamais y arriver, moi ça me motive encore plus. Voilà, donc moi c'est vraiment là que je vais chercher mon énergie. Les gens qui me disent mais bien sûr tu vas réussir, c'est plutôt quelque chose qui m'inquiète. Je me dis oula non, c'est pas si simple que ça. Donc non, c'est vraiment pour moi, c'est là que je vais trouver mon énergie, c'est dans mes détracteurs, les gens qui me disent qu'on ne va pas y arriver. C'est ça qui me motive, parce que je trouve que c'est génial. L'aventure, c'est tenter des choses incroyables. Alors on le fait justement avec des partenaires qui savent que c'est une aventure. Dans tous les contrats de sponsoring que j'ai avec mes partenaires, on ne leur garantit pas la réussite. On leur garantit de tout faire pour réussir. Et ils rentrent dans l'aventure avec nous, et c'est une chance.
C'est avec des partenaires, avec des entreprises, de tenter de faire quelque chose qui est super ambitieux. Et voilà, et c'est ça l'idée de l'aventure. Hein. C'est l'esprit d'aventure, c'est ça qui est important. Et puis c'est cet esprit-là qu'il faut avoir. Et je pense que c'est cet esprit-là qu'on doit tous avoir dans la société d'aujourd'hui où ces changements climatiques, cette transition énergétique qu'on doit réaliser, c'est une aventure. On n'est pas sûr de réussir, mais il faut avoir cet esprit d'aventure. Étant donné toutes ces incertitudes, on comprend bien que ton tour de force, au-delà de la prouesse technique, ça a aussi été d'embarquer les gens avec toi, de convaincre les gens que c'était possible, les sponsors et l'homme qui s'est occupé du financement du bateau. Comment tu as fait pour emmener les gens avec toi, alors que comme tu l'as dit toi-même, tu partais de pas grand-chose? J'ai essayé d'avoir un projet qui faisait effectivement rêver, et puis après j'ai essayé de m'organiser. On avait très peu de moyens, donc on s'est dit il nous faut quelques images, il nous faut une maquette, donc on est parti de rien. On a fait c'était un bateau qui était tout simplement irréalisable, c'était une vue d'artiste. On a commencé avec ça, on a pu avoir ensuite, on a fait une conférence de presse, donc on est parti avec 5 000 francs. Hein. On a créé l'association à Neuchâtel, Planète Solar, avec 5 000 francs, et c'est avec ça qu'on a commencé. Donc on est vraiment parti de rien, et puis ce qu'il faut, c'est essayer de faire rêver les gens. Il faut réussir à embarquer les gens avec soi dans l'aventure. Et puis c'est là où on a eu beaucoup de chance, il y a eu des rencontres, avec une rencontre décisive qui est celle d'Imo Stroyer, qui me dit Raphaël, ok, je vais t'aider, je ne vais pas te donner de l'argent, mais je vais te financer la construction du bateau. Voilà. Et c'est là vraiment que l'aventure bascule, on va dire, du rêve à la réalité. Tu te rappelles de ce moment précis où tu es allé voir ce monsieur pour lui pitcher, pour lui présenter ton projet? Je me souviens très bien parce qu'on s'est rencontrés en Allemagne, dans une gare. Je lui ai offert une salade et puis on a discuté, voilà, je lui ai présenté mon projet. Il m'écoutait mais il n'y avait pas vraiment d'émotion. Je me suis dit, finalement, je me suis dit c'est mort, c'est fini. Et tout d'un coup il m'a dit, ok Raphaël, ton projet il est bien. Il te l'a dit par après ou tu l'as dit sur le moment? Il m'a dit sur le moment, je vais t'aider, je ne vais pas donner de l'argent mais je vais t'aider. Okay. Et puis je vais financer la construction du bateau à une condition, c'est de pouvoir récupérer le bateau pour pouvoir ensuite qu'il ait une deuxième vie qui continue à servir et qui ne finisse pas sa vie dans un musée. Et j'ai trouvé ça génial, c'était encore mieux pour nous. Ok, je comprends. On allait recycler le bateau, donc on allait faire une aventure, mais ensuite l'objet de cette aventure allait être recyclé. Du point de vue de la durabilité, c'était encore mieux. Parce que le bateau, c'était vraiment une prouesse technologique, c'était un monstre qui fait, je crois, plus de 30 mètres de large, c'est ça? Complètement recouvert de cellules photovoltaïques. Ça a coûté quand même un certain prix, ça coûtait, on a dit 20 millions, c'est ça? Donc le bateau faisait 30 mètres de long. 30 mètres de long. 15 mètres de large, avec les panneaux solaires qu'on pouvait déployer 25, 550 mètres carrés de panneaux solaires, donc 100 kW créés de puissance solaire. D'ailleurs, lorsqu'on a fait le tour du monde, dans certains endroits où on allait, on était le plus grand bateau solaire du monde, mais la plus grande centrale solaire de tout l'archipel. Par exemple, au Polynésie ou au Tonga, il n'y avait aucune centrale solaire de cette puissance. Et là, ça amenait un sacré message quand même. Parce que les gens me disaient, mais on nous dit qu'on ne peut pas avoir de centrale solaire chez nous, puis vous êtes venu avec un bateau solaire depuis Monaco. Donc ça avait vraiment un impact qui était très positif. Pendant ce voyage, est-ce qu'il y a des moments forts dont tu te rappelles? Il y a plein de moments vraiment, vraiment extraordinaires avec un tour du monde au bateau solaire. Mais moi, vraiment, ce qui m'a marqué, là où je suis, j'aimerais pouvoir retourner là-bas avec ce navire, c'est le Pacifique Sud, c'est la Polynésie, les Marquises, Papeete. Voilà, là, c'était vraiment, c'est un autre monde. Ils sont loin de tout, ils sont entre l'Amérique du Sud et l'Australie. Voilà, il y avait ce bateau solaire, partout où on allait, les gens nous accueillaient, ils venaient avec des fruits, ils venaient avec leurs pirogues, les enfants étaient sur le bateau. Non, c'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment un moment hors du temps. Voilà, là on s'est fait plaisir, c'était vraiment génial. Je me rappelle, j'ai traversé une des îles, là, des Marquises, Fatouiva, et puis j'ai pris mon vélo, je me suis dit je vais faire une autre première, donc on avait un vélo électrique, je vais passer d'une baie à l'autre, personne ne l'avait fait. Voilà, à un moment donné je m'arrête pour faire pipi, d'un coup il y a deux personnes là qui sont dans la forêt, au milieu de cette île, il n'y a rien. Puis ils me disent, ils me voient avec mon t-shirt Planète Solar, c'est toi qui es avec le bateau solaire, on s'est pris en photo, mais tout le monde savait qu'on était là. Dans les Marquises et en Polynésie, c'est le bouche-oreille qui fonctionne très bien. Et donc tout le monde savait qu'on était là. Et partout où on a été, les gens venaient, nous accueillaient, nous donnaient à manger, venez ce soir rencontrer le maire du village. C'était vraiment incroyable d'être là-bas avec ce bateau solaire.
Au-delà des côtés du coup extrêmement positifs du voyage, au-delà du rêve, au-delà de l'excitation, ça n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. J'imagine, il y a eu des problèmes, il y a eu des avaries, il y a eu la météo parfois capricieuse. Il y a même eu un petit peu de piraterie, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, globalement, ça s'est bien passé. Hein. On est parti de Monaco, je dirais la traversée de l'Atlantique et du Pacifique. Ça s'est globalement bien passé. Des conditions météo favorables, ça on le savait. On avait fait des études météo, hein, avec les courants qui poussent, le vent qui pousse, et puis des fois des moments un peu plus difficiles. Mais dès qu'on arrive dans l'océan Indien, là tout se complique. La météo est beaucoup plus complexe. Vous avez la mousson qui vous rend la tâche beaucoup plus compliquée, mais surtout c'est des problèmes de sécurité. Donc il y a des endroits comme le sud des Philippines où c'est qu'il y a des djihadistes, donc des extrémistes, il ne faut pas aller. Il y a des pirates ou des maudits, hein, c'est un peu différent. Et donc là, je dirais, là, ça c'est vraiment compliqué. On a aussi eu des avaries, effectivement, on a eu 2 problèmes, mais qui n'étaient pas des problèmes pour tout ce qui était high-tech. Ça, c'est intéressant. Tout ce qui était high-tech, donc les batteries, les systèmes solaires ont fonctionné sans problème pendant ce tour du monde. C'était des systèmes mécaniques, c'est les toilettes qui sont bouchées, les douches qui ont arrêté de fonctionner, c'était vraiment là où on a eu des problèmes. Mais c'est vrai qu'après on a eu la partie du golfe d'Aden où là il y avait 3000 pirates qui sévissaient dans la zone. Aujourd'hui c'est encore plus dangereux d'ailleurs. Et puis c'est vraiment une aventure incroyable de pouvoir traverser ça avec l'aide de Christophe Kekes, l'ancien chef de l'armée suisse. Mais on a réussi à passer là et puis à naviguer sans problème. Mais c'était une autre démonstration de ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire. Le plus gros coup dur pendant ce tour du monde, qu'est-ce que ça a été? Donc pendant le tour du monde, il n'y a pas vraiment eu de coup dur. Il y a des moments qui étaient extrêmement inquiétants. Où c'est que voilà, on s'est dit est-ce qu'on va réussir. Ces 2 avaries, celle d'Abu Dhabi était la plus dangereuse parce qu'on était vraiment poussé par le vent contre les cailloux. Et puis voilà, on était posé sur notre ancre. Et si l'ancre cassait, c'était fini, on était dans les cailloux. C'était la fin de l'aventure. Vous étiez sur le qui-vive? Disons, c'est clair qu'il y a toujours une tension parce qu'il faut réussir. Alors, il y a le départ. Dans nos contrats, on s'était engagé à partir. Donc il y a quand même un énorme relâchement parce qu'on part, ok c'est bon, maintenant contractuellement parlant, on a réussi, on est parti. C'est-à-dire que même si on échoue, ce ne sera pas un échec. On n'aura pas réussi, mais ce n'est pas la même chose que de ne jamais pouvoir partir. Puis après, au fur et à mesure de l'avancement du projet, de l'aventure, vous vous approchez de la réussite. Mais à n'importe quel moment, vous voyez, si vous échouez ne serait-ce que 10 mètres avant, vous n'aurez pas réussi. Hein, parce que voilà, ça n'aurait pas été un vrai tour du monde. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on se rapproche, à cette tension qui monte. Et c'est vrai que je me souviens très bien que pour moi, je voulais vraiment que le navire soit hacké, soit arrêté, que tout soit terminé, pour pas qu'on ait de problème et qu'on puisse nous reprocher de ne pas vraiment avoir réussi. Donc il y avait une tension qui s'est installée avec le voyage et surtout avec l'approche de la réussite. Au moment d'arriver, vraiment de passer la ligne d'arrivée, s'il y avait une telle ligne, au moment d'arriver à Monaco, vous êtes là, c'est fini, c'est fait. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Oh, mais c'est incroyable, on est vraiment avec nos compagnons d'aventure, on a réussi, on est avec nos partenaires. C'est un moment où en même temps on est... Parce qu'on s'enferme dans un projet, hein. Quand on se met dans un projet comme ça, on doit réussir après quand même. Hein. On s'est engagé à tout faire pour réussir, donc c'est un engagement important. Et voilà, c'est une réussite incroyable, c'est vraiment incroyable. Mais en même temps, c'est la fin d'une aventure, on quitte ses compagnons de voyage. Et il y a un côté aussi un peu nostalgique où tout de suite... vous n'avez pas encore réussi, donc la réussite c'est encore le futur. On réussit, c'est le présent, mais ça dure 1 seconde. Et après, c'est déjà le passé. Voilà, et ça, c'est un peu dommage. J'aurais voulu que ça continue. On reparlera de comment tu as enchaîné par la suite tes aventures solaires. Pendant ce tour du monde, il y avait les difficultés techniques, mais il y a le perso aussi, il y a le privé. Comment tu as fait pour maintenir un contact avec ta sphère privée, pour garder le lien avec le privé Disons, c'est avec ma famille, mon frère travaillait avec moi, donc ça c'était assez simple. On avait un téléphone satellite, on était tout le temps atteignable. Après, c'est clair qu'avec ma compagne, c'était plus compliqué. On était dans une relation qui était très fusionnelle. Et là, tout d'un coup, j'étais plus là, elle était toute seule. Donc j'essayais le mieux possible de compenser ça. Donc j'essayais d'être là, de l'appeler le matin quand elle partait travailler, de l'appeler le soir. Elle a pu venir avec nous naviguer dans les marquises, par exemple. Hein. Donc j'ai pu la prendre, on a fait toutes les marquises ensemble. Donc ça, c'était assez génial. Donc il faut essayer de maintenir ce lien, mais c'est clair que c'est difficile. C'est compliqué. Ça devait durer, notre tour du monde devait durer à peu près 10 mois. Donc on n'a pas réussi, hein. on l'a fait en 1 année et demie. Donc ça a duré plus longtemps que prévu. Et ça, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire à Énergie Solaire. Elle ne m'a pas emmené assez vite autour du monde, ce qui fait que quand je suis rentré, malheureusement, ma compagne était plus là.
parce que ça avait duré trop longtemps. Elle a tenu un moment, puis à un moment donné, elle s'était mise avec un fonctionnaire qui était ambulancier, elle s'est retrouvée avec un aventurier marin. Elle n'avait pas forcément signé pour ça. Elle n'avait pas forcément signé pour ça, et donc le soleil ne nous a pas poussé assez vite. Il aurait fallu qu'on s'aille un poil plus vite, ça aurait été pas mal. Quelques nœuds de plus et elle restait, tu penses? Je pense, elle a tenu une année, et puis après elle a baissé les bras malheureusement. Aïe aïe aïe, bon, on peut pas lui en vouloir. Non, on peut comprendre. Ouais. On peut comprendre, ouais. Ouais. Raphaël, une séquence de notre émission La Causerie, c'est de faire apporter un objet à l'invité pour qu'il nous présente une partie de sa vie, un pan de sa vie, ce que cet objet représente pour lui. Tu as rapporté un objet, tu as fait tes devoirs quelque part, tu nous as appris quelque chose. Est-ce que tu peux nous le montrer, nous le présenter? J'ai toujours avec moi. C'est ce caillou-là que je vais te montrer, qui a vraiment une histoire assez incroyable, qui représente bien ma vie en fait. Donc, un des parrains d'Aventure Panel Solar, c'était Nando Parrado. Donc c'était un des passagers du vol de 571 d'une compagnie Airlines en Uruguay. Donc on est en 1972. Et puis ils font un vol pour aller jusqu'à Santiago du Chili et ils vont se cracher dans la cordillère des Andes. Donc ils vont survivre. Et Nando Parrado fait une partie d'une des deux personnes qui va aller chercher les secours. Ils vont traverser la cordillère des Andes. Voilà. Et il a soutenu l'aventure Panel Solar, c'est un des premiers parrains de l'aventure Panel Solar. Et puis je voulais à tout prix un jour aller sur le site du crash, où il y a toujours l'avion, il y a toujours d'ailleurs les personnes qui sont décédées, qui sont toujours là. Et puis donc en montant sur le site, donc avec ma compagne, on a voulu aller sur ce site, et puis il a fallu traverser la cordillère des Andes, traverser des rivières, prendre des chevaux, c'était vraiment assez incroyable. Et en montant pour aller sur le site du crash de l'avion, on est tombé sur un caillou, voilà, elle est tombée sur un caillou, elle l'a pris, un premier caillou, c'était peut-être celui-là. On a été sur le site du crash, on est redescendu, et en redescendant, moi j'ai trouvé un autre caillou, et puis en l'occurrence on a repris cet autre caillou, mais c'était une face qui était énorme, hein, donc 700 mètres de désert minéral, 700 mètres de dénivelé, 1 km de large, donc vraiment énorme. Et ensuite, notre vol est annulé. On est à l'aéroport de Santiago, on attend. Et elle prend ces deux cailloux, elle les met ensemble. Et c'était deux cailloux qui étaient ensemble. Voilà. Et malheureusement, elle n'a pas pu rester avec moi. Donc, et quand elle est partie, elle a laissé ce caillou. Et ce qui fait que elle a ce caillou-là. Pour moi, je trouve que ça représente vraiment ma vie. Ma vie, c'est vraiment toujours des rencontres improbables. Que ce soit Imo Stroyer ou d'autres personnes, c'est toujours des rencontres incroyables, des événements incroyables qui ont marqué ma vie et qui m'ont fait aller de l'avant et réussir mes aventures. Et donc ça marque vraiment. Et puis ce caillou, je trouve incroyable, quoi. C'était un désert minéral, c'était impossible de prendre deux cailloux dans cette énorme face qui étaient ensemble avant. À un moment donné, ils étaient ensemble. C'est important pour toi d'avoir des petits gris-gris sur toi qui te rappellent un petit peu des pans de ta vie, d'où tu viens, ce que tu as fait? Ce qui est important, c'est que j'ai fait des choses, j'ai eu la chance de vivre des choses incroyables. Et c'est vrai qu'il y a certains objets historiques qui ont participé à faire qui je suis aujourd'hui, qui m'ont aidé à réussir ces aventures incroyables. Et c'est important pour moi d'être avec. Donc ça peut être ça, ça peut être des objets du bateau. Pour moi, les objets, c'est important. Voilà. La symbolique qu'il y a dans les objets, l'énergie qu'il y a dans les objets. C'est une forme de superstition, c'est un porte-bonheur presque, on peut dire. Alors c'est un porte-bonheur, après j'étais pas très superstitieux, mais c'est vrai que de faire un tour de monde au bateau, de passer 2 ans avec des marins, ça nous les rend marins, superstitieux. On devient superstitieux. Avec ce pendentif que tu as, il y a un objet? Donc ici j'ai un objet, donc en allant sur le site, donc bien sûr pas sur le site même, hein, parce que c'est un lieu de sépulture, mais un peu en dessous, en allant faire pipi, je suis tombé sur cette pièce, en fin de compte c'est une pièce de l'avion. Voilà, de cet avion qui s'est craché dans la cordillère des Andes. Quand même 23 personnes qui ont survécu. Voilà. Et puis ça c'est un objet qui est avec moi, qui est chez moi, et puis qui je trouve a une valeur assez incroyable. De dire que cette aventure a fait qu'ensuite Nando Parrado a réussi à survivre, a réussi à faire des aventures aussi incroyables, et il a participé à la réussite de notre aventure. Je trouve que c'est vraiment très improbable. Moi c'est ça que j'aime, c'est les choses un peu improbables. On va retourner à nos moutons, on va retourner à l'énergie solaire. Après ce tour du monde de 18 mois, 2010 à 2012, comme tu nous as dit, tu rentres, mais déjà au moment de rentrer, tu te dis « Ok, maintenant quoi ?» T'en voulais plus encore. C'était que le début. Et du coup, tu as essayé de pousser l'énergie solaire encore plus loin. Dès 2015, tu lances Solar Stratos, c'est ça? Alors, c'est pas que j'ai voulu pousser l'énergie solaire encore plus loin, c'est que je me rends compte qu'il faut continuer à promouvoir l'énergie solaire. Je pense qu'il va, un jour, ce sera plus nécessaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'énergie solaire, c'est une énergie qui devient de plus en plus utilisée. Mais à l'époque, en 2012, on est à
peut-être 0,1% d'énergie dans le monde qui provient d'énergie solaire. Donc il faut continuer à promouvoir cette énergie. Et c'est pas dans le tour du monde, je me suis dit, mais si tu réussis cette aventure incroyable, qu'est-ce que tu peux te faire plus ambitieux? Et j'étais en train de traverser l'océan Pacifique. Moi, je faisais le blog tous les jours. Donc, j'avais le quart de nuit. J'avais le quart de 9h à minuit. En général, j'étais en train d'écrire sur mon ordinateur sous le cockpit de Planète Solar, avec la tête dans les étoiles. Et c'est là que je me suis dit, wow, mais si on réussit sur du monde, la prochaine aventure, pourquoi pas tenter d'aller voir la courbure de la Terre, d'aller voir les étoiles en plein jour, ce qui malheureusement, j'ai su après, n'était pas possible, mais d'aller réaliser le rêve d'Icare sans se brûler les ailes 4000 ans plus tard. Et je me suis dit, ouais, c'est ça qu'il faut, si on réussit, c'est ça qu'il faudra tenter, c'est cette fois de prendre de la hauteur pour aller le plus haut possible grâce à l'énergie du soleil. D'un point de vue très pragmatique, aller chercher l'atmosphère, aller faire tout ça, c'était quoi le raisonnement derrière ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Le raisonnement, c'était, avec Planète Solar, on a fait une aventure, on a réécrit une histoire à l'énergie solaire, mais à tous les jours des bateaux qui font des tours du monde avec des énergies fossiles. L'idée, c'était de tenter de faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avec les énergies fossiles. C'était de montrer qu'on peut aller au-delà de ce qu'on peut faire avec les énergies fossiles grâce aux énergies renouvelables. Voilà, et c'est pour ça que la très haute altitude, en fait, il y a moins d'oxygène, donc un moteur à combustion fonctionne beaucoup moins bien avec l'altitude, alors qu'un moteur électrique et un avion solaire, plus il monte et plus il a d'énergie à disposition. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était de continuer à faire rêver. Sur un projet aussi plus court, j'avais fait un tour du monde d'une année et demie, je suis rentré, ma copine n'était plus là, donc je me suis dit essayons de faire un truc peut-être où il ne faut pas repartir une année et demie. Donc le vol pour aller dans la stratosphère, c'est une journée. Voilà, essayons de faire quelque chose. Il y a des gens qui se collent les mains sur la route pour essayer d'alerter sur le problème du climat. Moi, j'essaie de faire quelque chose qui va aussi toucher le public, va avoir un impact en termes de communication, mais un impact positif en faisant rêver les gens. Raphaël, tu disais sur le plateau de Canal Alpha l'année passée que Solar Stratos, c'était pour 2024. Tu as lancé le projet en 2015. On en est où aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que c'est un projet de longue haleine qui aura duré plus longtemps que l'aventure Planète Solar. Cette année, on espère déjà battre le record absolu d'altitude en avion électrique et solaire. Donc c'est le record qui est détenu par Bertrand Piccard avec Solar Impulse, 9235 mètres. Et puis d'être les premiers à passer les 10 000 mètres. Donc ça, c'est l'objectif pour cette année, au départ de Sion, entre le 15 juillet et fin août. Donc si on réussit, on sera de manière absolue l'avion électrique et solaire le plus haut de l'histoire. Et puis une fois qu'on aura réussi ça, on verra exactement comment on va pouvoir continuer l'aventure pour tenter de rejoindre la stratosphère. Mais la stratosphère, c'est l'objectif final. On a construit un avion solaire biplace, c'est le premier avion solaire biplace de l'histoire. Avant, tous les avions solaires étaient des monoplaces, ne pouvaient transporter aucun passager. Et on a fait ça parce qu'on a d'autres idées. On a sur ce chemin de la stratosphère d'autres projets. Certains ont déjà été réalisés. J'ai sauté de mon avion, donc je suis le premier à avoir sauté depuis un avion électrique. Et puis on va faire la première chute libre solaire de l'histoire. On a aussi emmené Géraldine Fasnacht qui a sauté en wingsuit en dessous de Verbier. On a fait donc déjà 2 premières mondiales. Et on a d'autres projets également encore à réaliser avec cet avion avant d'aller dans la stratosphère. Dans le genre première mondiale, tu as fait le premier tour du monde en bateau solaire. Il y a eu ce saut du coup en avion solaire. On sent que tu aimes bien être le premier à faire des trucs. D'où ça devient ça, le côté faut que je sois pionnier? Moi, ce qui m'excite, c'est les premières. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait, ça à titre personnel. Parce que ce que je fais, ça poursuit un but collectif. Mais en fin de compte, il faut aussi se nourrir à titre personnel. Et moi, ce qui me nourrit, c'est de faire des premières. Même si c'est toujours triste une première, parce que lorsqu'on fait une première, on sait que c'est la première fois et c'est la dernière. Parce que la fois suivante, ce ne sera plus une première. Donc on ne peut vivre ça qu'une seule fois. La première du coup Solar Stratos, on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce que tu as un nouvel horizon temporel du coup? Vous tablez sur quelle année là pour, non pas pour le 10 000 mètres à court terme, mais pour le long terme, pour la courbure de la Terre, tout simplement, les 16 000 à 18 000 mètres. Alors la stratosphère, non, maintenant, ça pourrait être 2025 si tout va bien, mais c'est tellement compliqué ce qu'on fait qu'on arrête de donner des dates, on dit que ce sera dès que possible. Voilà, on avance gentiment. Ce qui est important dans ce genre de projet, c'est pas quand on réussit. Ce qui est important, c'est de réussir et de tout faire pour réussir et de continuer d'avancer le plus possible. Ce qu'on fait, ça reste une aventure. On ne sait pas si on va y arriver. Sur Stratos, c'est extrêmement ambitieux. D'ailleurs, on a fait Planète Solar, c'était ambitieux. On s'est dit, on a réussi ça, maintenant on peut encore être encore plus ambitieux. Mais accepter de faire quelque chose d'ambitieux, c'est tout d'abord accepter que peut-être on va échouer. Donc on fait tout maintenant pour réussir. Et puis on espère réussir. Mais quand, ça on ne sait pas trop quoi.
Pour l'instant, le temps long que ça prend, comme on a dit, tu ne le vois pas comme un échec, le fait que ça repousse? Alors ce serait un échec d'abandonner, ce serait vraiment un échec d'abandonner ou plutôt de ne pas réussir. L'échec, ça aurait été quoi? Ça aurait été qu'on ne puisse jamais construire un avion, qu'on ne trouve pas de partenaire, qu'on ne puisse rien faire. Mais on a construit le premier avion solaire biplace de l'histoire, on a déjà fait des premières, on a fait des records d'altitude à 2, donc c'est déjà plus un échec. Ce ne sera peut-être pas une réussite totale, mais ce n'est pas un échec. Et puis ça montre que c'est compliqué et qu'on a été ambitieux. Raphaël, on a encore une séquence à la causerie qui s'appelle l'atelier, du coup, où c'est l'invité qui apprend au caméraman et à moi-même, qui suis l'intervieweur aujourd'hui, de faire quelque chose en rapport avec ce que tu fais, en rapport avec le soleil, évidemment, qui est présent avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vais vous montrer qu'on peut démarrer un feu avec l'énergie du soleil, et puis que c'est vraiment une énergie qui nous permet de faire plein de choses. Tu nous montres ça maintenant? C'est parti. Allons-y. Là, on essaie de concentrer les rayons du soleil, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Si on prend une feuille, d'ailleurs, c'est presque mieux avec la feuille. Tu regardes. Tu vois, tout de suite, ça part. Ça brûle, mais ça ne fait pas de flamme. Il y a un peu trop de vent. Pas de quoi se cuire une merguez pour l'instant. Non, pas encore. Ah, c'est bon. Ok, c'est parti. Voilà. Et voilà, c'est parti. On va voir si tu y arrives. Donc tu dois concentrer, tu peux essayer là, tu vois, tu dois concentrer ton point lumineux. Toi, tu dois être vraiment, toute l'énergie doit être concentrée. Non. Toi là, tu n'es pas du tout concentré, ton truc. Je te parle au niveau du faisceau lumineux, tu vois. Il faut vraiment que tu sois... Tac, tu vois, tac, regarde. D'accord. Bah, tu es journaliste, tu n'es pas très manuel en général. Voilà, là tu y es, mais après, tac. Voilà, puis après tu essaies de ramener ça au centre en plus. Voilà. C'est un coup de main à prendre. Ça demande un tout petit peu de patience, et un peu de technique. Moi j'espère que tu vas y arriver, sinon ce serait quand même dommage. Ça t'a longtemps de venir de ce côté-là, à mon avis, si tu viens de ce côté. Tu vois là, bien concentrer mon rayon. Tu vois, il faut vraiment essayer de tac, là maintenant, hop. Quelqu'un t'a appris à faire ça? Oui, mon grand-père. C'est vrai que c'est bien un truc de grand-père, ça. Ouais. C'est parti. Voilà. Et c'est moi qui l'ai fait tout seul, sans l'aide de Raphaël. Magnifique. Et voilà. Bien joué. Merci. Tu vois que tu as un avenir quand même à faire des trucs manuels. On va faire du feu sur des cailloux. Est-ce que tu as vu vraiment un impact réel sur ce que tu as fait après le tour du monde, avec ton lancement de ta fondation? Quel a été l'impact selon toi du message que tu essayes de porter depuis le départ? Alors, c'est toujours difficile à évaluer l'impact. Ce qui est certain, c'est qu'avant qu'on parte faire le tour du monde, il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient, des marins, des architectes qui me disaient « c'est impossible de faire un tour du monde en bateau solaire, tu vas couler à la première tempête ». D'ailleurs, c'est assez sympa parce qu'après, on part au tour du monde, donc on reçoit toujours des messages, on traverse l'Atlantique. Oui, tu verras le Pacifique, là tu vas couler. Après, on traverse tu verras l'océan Indien. Après, bien sûr, il n'y a plus de messages. Puis une fois qu'on a réussi, les messages reviennent. Mais bien sûr que c'était possible de faire un tour du monde en bateau solaire. Pourquoi tu as dépensé autant d'argent et autant de temps pour le faire? Donc ça, c'est déjà une démonstration. Avant, des gens pensaient que c'était impossible, et après, vous avez démontré que c'est possible. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des bateaux solaires, qui construisent des bateaux solaires, qui m'ont dit on a décidé de commencer à faire des bateaux solaires quand on a vu que tu avais fait un tour du monde. Parce qu'on s'est dit, s'il peut faire un tour du monde avec un bateau solaire, on peut faire un bateau solaire pour aller plonger à 1 heure de navigation, pour aller pêcher à 2 heures de navigation. Si lui a pu traverser des océans. Donc je pense qu'on a changé, ça a changé de paradigme. Voilà. Après, comment est-ce que ça a concrètement, réellement influencé les gens? Bien sûr, c'est par rapport à cette planète où on est 8 milliards et où on consomme 300 tonnes de produits fossiles par seconde. C'est pas ça qui a fait c'est pas nous qui allons seuls qui allons changer le monde. Faut être conscient. Mais je pense que ça a amené quelque chose, ça a amené de l'optimisme et je pense que ça a été utile, en tout cas je l'espère. Quand on pense à de l'exploration scientifique, technologique, à tout cet optimisme autour de l'énergie solaire aussi, de la mobilité solaire, dans la sphère médiatique, on pense souvent du coup à Bertrand Piccard.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir évolué un petit peu dans son ombre dans les médias? Est-ce que l'ombre de Bertrand Piccard planait toujours quand tu faisais un projet? Il n'y avait pas de concurrence, peut-être en Suisse romande. C'est vrai qu'en Suisse romande, voilà, Bertrand est très connu, il a un nom incroyable que bien sûr j'ai pas. Enfin voilà, mes parents sont des gens que j'adore, mes grands-parents aussi, mais ils n'ont pas fait des choses extraordinaires. Donc peut-être en Suisse romande, mais pas dans le reste du monde. Lorsque vous êtes à l'autre bout du monde, voilà, il n'est pas forcément plus connu que ça. Avec Planète Solaire pendant le tour du monde, voilà, c'est moi qui expliquais qui était Bertrand Piccard, puis qu'il y avait un projet d'avion solaire. Donc en Suisse, oui, c'est vrai qu'il est super connu, mais non, je dirais probablement il nous a aidé parce que je pense que voilà, il a une super dynamique, il a trouvé 150 millions avec Solar Impulse et puis nous ça nous a, je pense, aussi amené des opportunités en termes de sponsoring. Je pense qu'il nous a plus aidé que rendu la tâche plus difficile. Il vous a ouvert la voie en quelque sorte. Il a ouvert la voie, alors clairement, il a eu l'idée en 2003, il a lancé Solar Impulse avant qu'on lance Planète Solar. Voilà, et je pense qu'ensemble on a fait des choses assez incroyables. Bertrand Piccard, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation, tu as collaboré avec lui? Alors on est en contact, c'est lui qui m'a fait rentrer à l'Explorer Cup de New York, il m'a invité lorsqu'il faisait des vols d'essai avec Solar Impulse, il est venu à bord de Planète Solar lorsqu'on était par exemple à Abu Dhabi, donc bien sûr on poursuit le même but. C'est protéger notre environnement, c'est mettre en avant les énergies renouvelables, montrer qu'on peut changer. Est-ce que vous avez des différences de paradigme dans votre vision de la technologie, dans votre vision de l'environnement, du climat? Est-ce qu'il y a des choses qui vous différencient, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous entrez en contradiction tout simplement? Je ne pense pas. Alors après, on n'a jamais vraiment échangé non plus en détail sur notre vision, mais je ne crois pas qu'il y a de... Non, je pense qu'on a vraiment une vision qui est optimiste, pragmatique. On pense que les énergies renouvelables peuvent nous permettre de protéger notre environnement, aussi sur la question de l'électrification. Donc non, je pense qu'on a une vision qui est assez proche. De toute façon, quand on fait de l'écologie expérimentale, à quelques exceptions près, on a tous la même vision. Donc où on pense qu'on a la technologie pour changer, on a les énergies renouvelables, on a les matières premières et on peut continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui, mais en arrêtant de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Voilà. Donc dans les grandes lignes, je pense qu'on est d'accord. Après, il peut y avoir des petites nuances sur comment y arriver, parce que ça, effectivement, c'est plus complexe. Comment est-ce qu'on va produire ces énergies, quel vecteur ce sera? Est-ce que ce sera les batteries, de l'hydrogène, de la biomasse? Là, il peut y avoir des petites différences, parce que voilà, tout est à inventer, tout est à réinventer. Donc là, bien sûr, personne n'a la réponse. Quand tu dis que selon toi on peut continuer à vivre comme on le fait maintenant, ça me fait penser un petit peu au courant, à cette manière de voir l'écologie qu'on appelle le technosolutionnisme, qui est le fait d'avoir confiance en le progrès technologique pour nous sortir du pétrin climatique dans lequel on est. Comment tu te positionnes toi par rapport à ce paradigme technosolutionniste? C'est vrai que j'étais au début de l'aventure Planète Solar, il y a 20 ans, je pensais que la technique allait tout résoudre. Aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente. Je pense que la technique, c'est aujourd'hui, si on brûle ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde, c'est à cause de la technique. Donc pour moi, la technique, c'est le prolongement de qu'est-ce qu'on veut mettre en termes d'humanisme et d'humanité dans notre civilisation. Et puis que c'est certain qu'il faut de la technique, mais il faut aussi plus de conscience, il faut plus d'humanisme si on veut imaginer un monde qui est vraiment meilleur. Donc la technique, c'est important, mais on sait qu'on ne pourra pas avoir un monde avec une croissance infinie, voilà, parce que notre monde il est fini. Un jour, il y aura d'autres difficultés. Il faut aller extraire nos matières premières avec plus de conscience, avec plus d'humanisme. Donc je pense que la solution technique, c'est le 80%, mais on doit aussi amener plus de conscience dans notre civilisation si on veut pouvoir continuer sur cette planète tous ensemble. Tu as l'impression que tu as ta part de responsabilité dans le développement du solaire? Je ne sais pas si c'est une responsabilité ou si c'est plutôt d'avoir modestement contribué, j'espère. Mais ça reste très modeste, hein, mais j'espère avoir contribué avec mes équipes. Hein, je ne suis pas tout seul, en tout cas à la promotion d'énergie solaire. Et puis aussi, il y a quand même quelques sociétés aujourd'hui qui fabriquent des bateaux solaires et dont je sais qu'ils ont commencé grâce à la réussite de Planète Solar. Est-ce que tu as des gains financiers à promouvoir le solaire? Est-ce que tu trouves aussi ton compte, outre le message environnemental que tu portes? Alors moi, je vis uniquement de mes conférences. Donc même pour mes aventures, j'ai des sponsors. Oui, alors effectivement, je trouve des sponsors. On a par exemple SunPower, qui est un de nos sponsors, qui nous a fourni des cellules solaires pour notre avion solaire, qui nous a aidés sur le tour du monde. Et moi, je vis de mes conférences. Ça, c'est clair qu'il faut bien sûr que je mange. Mais moi, je n'ai pas un intérêt économique direct à promouvoir l'énergie solaire. Mais ce qui paye les factures au jour le jour, c'est les conférences. C'est mes conférences. Et je travaille aussi toujours un peu pour la ville de Lausanne, pour un service de sauvetage. Et je travaille pour l'ISIG. Je m'occupe d'un fonds d'innovation qui
fait la promotion de projets qui essaient de produire des énergies renouvelables, qui essaient d'innover dans cette dynamique-là et dans l'efficacité énergétique. Donc moi, je n'ai pas d'intérêt direct, en fin de compte, à promouvoir l'énergie solaire. Les conférences, ça se passe comment exactement? Quand tu donnes une conférence, t'inspires les gens, tu présentes tes projets, c'est quoi exactement? Comment se passe une de tes conférences? J'essaie de les faire rêver. Moi, j'essaie de les faire rêver, de leur montrer ce qu'on peut faire avec l'énergie solaire, de leur ramener une écologie optimiste, mais sans leur dire, voilà, sans leur parler que des problèmes. Donc, je leur parle bien sûr un peu des problèmes, puis après, je leur dis, voilà ce qu'on arrive à faire avec l'énergie solaire. Ouais. Puis à la fin, ils sont OK, super. Donc, c'est ça que j'essaie de faire. Moi, c'est de faire rêver les gens et puis d'amener de l'optimisme aux jeunes et aux moins jeunes. Raphaël, après tout ce que tu as fait, après toutes tes aventures, est-ce que tu as des regrets? Alors, je n'ai pas de regrets, mais je regrette de, par exemple, pas avoir pu continuer ma vie avec ma compagne du Tour du Monde. Là, c'était vraiment, on a pu vivre cette aventure ensemble, elle était à mes côtés. Voilà, il y a des choses que je regrette, mais je n'ai pas de regrets. Est-ce que tu aurais pu faire les choses différemment, selon toi, pour conserver une vie amoureuse plus présente? Non, alors je pense que j'ai fait le mieux de ce que je pouvais faire. Voilà, il aurait fallu que le soleil soit un peu plus puissant, qu'on soit plus proche du soleil, qu'on aille un poil plus vite. Là, effectivement, ça, c'était pas à ma portée. Okay. Voilà. Ou que le bateau soit un peu plus léger, mais même, on sait maintenant que, voilà, comme on avait imaginé les choses avec les fenêtres météo, ça aurait été très difficile de réussir en moins d'une année. Tu as des enfants? Malheureusement pas encore. C'est un regret, ça aussi? Pas encore? J'espère que ça va peut-être arriver un jour. Moi, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance dans les vents de la vie et on verra bien ce qui nous arrive. Après, moi, je fais les choses avec mon cœur et puis je fais les choses au plus proche de ma conscience. Et puis, c'est ça pour moi le plus important, c'est d'être juste, de faire les choses avec intelligence et puis voilà, en étant juste. Et je pense que j'ai fait ça, en tout cas depuis l'âge de 30 ans, je pense que j'ai fait les choses assez justes dans ma vie. Tu as évoqué dans plusieurs interviews le fait que tu sois croyant, mais pas forcément en Dieu. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur la spiritualité qui est la tienne? Alors, je suis catholique, donc je suis croyant, bien sûr. Je suis catholique, mais maintenant, c'est vrai que, voilà, avec des gens qui arrivent à ouvrir les eaux de la mer morte, je suis peut-être moins convaincu par ça. Mais je suis croyant, donc je crois ça a tout un sens, qu'on est ici pour quelque chose, et puis que c'est important justement de laisser une trace, quelque chose d'important pour protéger aussi notre environnement, parce que pour moi, l'œuvre de Dieu, c'est tout ce qui nous entoure. Donc voilà, je suis croyant. Mais c'est plutôt la spiritualité. Aujourd'hui, c'est moins en Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça, aujourd'hui, je suis un peu plus éloigné de ça. Mais je suis vraiment croyant. Et puis, je pense que c'est important de faire les choses ici sur cette planète, dans cette vie, de manière la plus proche de mes convictions. Ça t'aide justement, la spiritualité, le fait d'être croyant dans tes aventures, lors des coups durs, lors des moments de doute, lors des moments d'attente. Ça t'aide? Bien sûr, parce que lorsqu'on est croyant, et puis qu'on a cette vision où c'est de toute façon, il y a quelqu'un qui est là, qui nous aide, qui nous protège, qui nous ouvre le chemin, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, même en termes de météo, des fois on était sur le bateau, on disait ok, on va forcer la chance, là, les éléments seront avec nous, ça va le faire. Et puis c'était vrai. Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple de vivre en étant croyant que de vivre en croyant rien. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué. Et des études le montrent d'ailleurs qu'on vit mieux en étant croyant qu'en étant non croyant. Tu crois en le futur, tu crois en la société suisse, en la société en général, tu crois, t'es optimiste? Moi, je suis optimiste et je crois en Homo sapiens. Je pense qu'on a toujours été capable du meilleur comme du pire. Et souvent, les deux se sont côtoyés. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a certains éléments qui peuvent nous faire penser qu'on est en train de faire le pire. Et je pense que c'est justement maintenant qu'on est en train de préparer à faire le meilleur. Voilà, que tous ces éléments, les changements climatiques, les problèmes géopolitiques qu'on est en train de vivre maintenant, ça va nous pousser à être meilleurs. Est-ce que tu as déjà réfléchi à l'après Solar Stratos, d'autres rêves, d'autres projets que tu as après le fait d'atteindre la stratosphère avec l'avion solaire? Est-ce que tu as d'autres rêves dans le pipeline, un autre héritage que tu aimerais apporter? Alors aujourd'hui, non, je suis vraiment concentré sur Solar Stratos. C'est vraiment là où je concentre toute mon énergie. En termes d'aventure, on a d'autres projets. Je pense que tu as vu qu'on a un bateau solaire qu'on va emmener sur le lac Titicaca, qu'on va inaugurer tout prochainement. Qu'on va emmener sur le lac Titicaca, sur le plus haut lac du monde, pour aller faire des missions scientifiques, des missions archéologiques, à l'énergie solaire, au pays des Incas, à 4000 mètres d'altitude. Donc j'ai plein de projets. Mais voilà, actuellement, l'aventure la plus importante, c'est sur la Stratos, c'est déjà assez compliqué, puis il faut vraiment que je me concentre là-dessus avec toute mon équipe. Comment t'aimerais que soit ton héritage?
Ce que j'espère, c'est que dans le monde de demain, finalement, voilà, il y a ceux qui ont fait la promotion de l'énergie solaire, de cette vision d'un monde qui peut vivre grâce à l'énergie du soleil, elle se réalise. Que finalement, demain, voilà, notre action, elle serait complètement inutile parce qu'on vivra tous grâce à l'énergie solaire. Ce sera une évidence et des gens se diront, ben voilà, pourquoi il est parti faire un tour du monde de bateau solaire? Mais bien sûr que c'était possible, c'était facile. Aujourd'hui, on utilise cette énergie et c'est ça que j'espère. C'est que demain, finalement, cette vision d'un monde solaire se réalise. Je crois que c'est un bon mot de la fin.